Bonjour à tous, bon vendredi madame, messieurs, merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. La presse est disponible dans les kiosques ce matin. La nouvelle expression parle des crises anglophones, BIA, amnistie des prisonniers, c'est le grand titre du journal. Ils sont au total 289 personnes détenues dans le cadre de la crise qui ravage le nord-ouest et le sud-ouest depuis 2 ans, dont la libération a été ordonnée par le chef de l'État. Pour l'heure, leur identité n'est pas encore connu. D'ailleurs, il y a des réactions également que je vous invite à lire dans le journal ce matin. La mesure présidentielle jette donc le trouble en parlant de délit et non de crime. 2 pages, un peu plus en tout cas, de la page 2 à la page 4 ce matin. Le journal parle également de la décentralisation. Quand les élus locaux se gâtent, que ce soit du côté du SDF ou alors du côté du RDPC, le ton est très dur. La décentralisation s'embourbe. Grégoire Mbamba, sénateur RDPC de l'Océan, Jean-Robert Wafo, adjoint au maire de Douala 2e, et bien d'autres aussi qui s'intéressent justement à ce sujet, de la page 5 à la page 12 de la nouvelle expression disponible dans les kiosques ce matin. Le journal Info Matin parle de la libération de 289 ambazoniens Sissoko Ayok Tabé. Aussi, c'est d'ailleurs la substance du communiqué donc signé par le ministre secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongor. Le chef de l'État joue à fond la carte de l'apaisement, non sans démontrer et sa volonté et même sa détermination à redonner donc vie dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Sauf changement des dernières secondes, le président autoproclamé de la République imaginaire d'Ambazonie et ses lieutenants sont également concernés par la mesure de Paul Biya. C'est à lire en page 3 du journal Info Matin de ce matin. Et puis le messager parle donc de crise anglophone. Paul Biya entre enfumage et impuissance. C'est aussi le grand titre du journal. Face aux nuages inquiétants d'un début de septennat tumultueux, le président de la République tente désespérément de montrer ses talents de navigateur en eau trouble, en décidant notamment de l'arrêt des poursuites entre 289 personnes arrêtées pour des délits commis donc dans le cadre de cette crise qui s'éternise depuis. Alors, c'est en page 3 du journal ce matin qui s'intéresse donc à cette actualité. Combien d'autres tabloïds, comme Cameroun Tribune ce matin, s'intéressent donc à la diplomatie. 2 nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays, c'est à lire dans le journal. Le journal Mutation de ce jour s'intéresse donc à la crise anglophone. Paul Biya, en Père Noël, c'est ce que dit le numéro de ce matin, et aussi d'autres informations que je vous invite à lire dans le même journal Mutation. On va terminer avec le journal Le Jour qui parle de la crise anglophone, arrêt des poursuites contre 289 détenus, c'est à lire dans le journal ce matin également. Et puis dans l'extrême nord, le BI découvre d'ailleurs un village nigérian. Toutes ces informations sont contenues dans le quotidien Le Jour de ce jour. Voilà ce que la presse nous propose. Bonjour Georges Semi. Bonjour Fernando, bonjour à tous les téléspectateurs, fidèles auditeurs et téléspectateurs de cette émission. Voilà, bienvenue et bon vendredi. Bonjour Camille. Kavien Balonongo, bonjour Georges Semi, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien. Avec vous, comme vous le savez, il y a un sujet qui fait le tour de la presse. D'ailleurs, Paul Biya qui amnistie des prisonniers, c'est la nouvelle expression qui titre ainsi. Et Mutation parle de Paul Biya en Père Noël, en signant d'ailleurs ses décrets. Et le quotidien Le Messager parle de Paul Biya entre enfumage et impuissance. Et le journal Info Matin parle de libération de 289 ambazoniens, Sissoko Ayok Tabé. Et aussi, ce sont là quelques titres. Ben vous voyez à travers les titres qu'il y en a que c'est chacun et qui perçoit le dernier grand coup de Paul Biya à sa manière. Certains voient le verre à moitié vide, comme le messager qui parle de l'enfumage et de l'impuissance, et les autres le voient à moitié plein, tel Cameroun Tribune qui parle Mutation, qui parle de Paul Biya en Père Noël. Paul Biya qui devient le Père Noël. Non, en fait, le président de la République vient de faire là un geste assez fort, mais ce geste-là, on l'attendait depuis très très longtemps. On l'a attendu parce que il nous donne aujourd'hui l'impression de gérer les arrêts de poursuite de façon homéopathique. Vous savez que la première fois, ça a été le magistrat hors hiérarchie Ayabiné, avec 2 ou 3 de ses amis, et ensuite, quelques temps plus tard, un autre contingent. Et aujourd'hui, on parle de 289. Mais 289, il ne faudrait pas que les gens se méprennent. Il est vrai que le communiqué même de la présidence de la République reste assez, à tout le moins, équivoque. Il parle de personnes sans citer personne. Et il est assez équivoque en parlant d'arrêt de poursuite pour des personnes poursuivies
pour des délits. Pour des délits, c'est ça qui fait que le titre un peu euphorique d'Info Matin, qui donne l'impression d'être affirmatif en parlant de Sissoko Ektabé. Sissoko Ektabé est poursuivi pour des crimes, pas pour des délits. Donc on comprend tout de suite que le groupuscule de personnes arrêtées au Nigeria n'est certainement pas concerné par cette mesure de Paul Biya, qui est en train de réparer, d'éponger une dernière fois le contingent des personnes qui avaient été arrêtées pendant les revendications corporatistes d'il y a 2 ans. Bon. Alors comment peut-on interpréter cela? Est-ce que cette décision arrive à temps? Est-ce qu'elle arrive à contre-temps? Est-ce qu'elle arrive trop tard? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu être prise plus tôt? C'est selon. Mais toujours est-il qu'on réalise qu'au moment où on a libéré le deuxième contingent de personnes qui avaient été arrêtées pour les revendications corporatistes, beaucoup de personnes s'étaient demandé pourquoi des gens comme Bixi Manchou Bibixi et d'autres restaient encore en prison alors qu'on aurait pu se débarrasser de toutes ces personnes une fois pour toutes. Bon, aujourd'hui, assurément, c'est la fin de leur calvaire. Mais je ne pense pas que la libération de ces personnes qui avaient été arrêtées dans le cadre des revendications corporatistes règle le problème de la crise sécessionniste. Parce qu'il y a 2 crises dans cette affaire-là. Or, les gouvernants nous donnent toujours l'impression de faire un amalgame et de nous faire croire que tout est dans un. Non, tout n'est pas dans un. Il y a des personnes qui avaient été arrêtées au moment justement des échauffourées qui avaient enflammé le sud-ouest et le nord-ouest au début de la crise. Mais seulement d'autres aussi ont été arrêtés par la suite et continuent même d'être arrêtés tous les jours par le biais, qui sont eux arrêtés dans le cadre des attaques sécessionnistes. Donc il ne faudrait pas faire croire qu'en libérant des gens, on libère aussi des personnes qui ont été arrêtées pour que cela décrispe la crise sécessionniste. Et de 2, le communiqué lui-même du secrétaire général de la présidente, du ministre secrétaire général de la présidente de la République est assez on peut le questionner, parce que lui, il marque cette action du chef de l'État dans le sillage de la dernière du dernier comité de désarmement, de réhabilitation, de tout ce que vous voulez que l'on vient de donner au gouverneur l'ancien gouverneur de la région littorale, Fayengo. On nous donne l'impression que c'est justement un début de la mise en marche de ce comité. Non, il n'en est rien. Il n'en est rien. Moi, je pense qu'il faudrait que les décisions qui sont prises par le chef de l'État soient beaucoup plus explicites et soient beaucoup plus cohérentes. On est en train d'habiller une histoire avec des oripeaux qu'il aurait plutôt fallu utiliser pour d'autres. Moi, je pense que tout cela est assez mièvre et assez équivoque. Et il faut que les choses soient claires. Maintenant, en libérant 289 personnes, il eût été pratique et bien de donner les noms une fois pour toutes. Mais maintenant, on va encore faire mariner les noms pendant au moins une semaine. Les gens vont se mettre à ronger les ongles en attendant le lundi ou mardi pour savoir. Et quand ça va sortir, il y en a qui vont dire on n'a pas arrêté, on est relaxé tel, on n'a pas relaxé tel. Donc moi, je pense que toutes ces actions, ce sont peut-être des actions politiques, mais c'est des actions en réalité qui... Administratives d'abord. Administratives, voilà. Administratives et politiques. Politique aussi. Administrative d'abord, politique aussi. Mais seulement administrative, mais que l'on veut, auquel on veut donner un cachet politique. Mais en réalité, elle laisse plutôt les gens avec un arrière-goût je sais, mais la mesure présidentielle parle bien entendu de délits et non de crimes. Surtout quand on sait que les motifs de ces condamnations, en tout cas les condamnations des uns et des autres, sont également différents, n'ont rien à voir avec le délit. Bien, d'abord il faut rappeler que les détenus dans le cadre de la crise anglophone sont plus de 3000 sur toute l'étendue du territoire camerounais, détenus soit dans les prisons principales ou alors dans les prisons centrales et même dans les gendarmeries et dans les polices judiciaires. Il s'agit des personnes dont les dossiers présentent des charges d'une amplitude de gravité relative. C'est ce que le communiqué dit donc. De facto, sont exclus les assassins, les criminels et les grands bandits qui ont bien évidemment été arrêtés dans le cadre de cette crise anglophone. Bon, comme le disait le doyen tout à l'heure, je pense que c'est juste une décision d'apaisement qui ne vient bien évidemment pas résoudre cette crise que d'aucuns estiment qu'elle est éminemment politique. Et je le pense aussi, c'est une crise d'abord politique qui bénéficie malheureusement de décisions administratives d'apaisement. D'abord, il y a eu cette commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme qui avait certaines missions précises
On a vu il y a quelques jours la création du comité de désarmement et de démobilisation et de réintégration, qui a également une certaine mission précise, mais tout à fait dans le cadre de l'apaisement dans le cadre de cette crise anglophone. Et aujourd'hui, on voit la libération, ou l'arrêt de poursuite toujours des prisonniers, des détenus qui ont été arrêtés dans le cadre de cette même crise, sachant qu'auparavant, au mois d'août, il y avait une précédente vague de libération. Donc, je ne dirais pas que c'est un enfumage, comme nos confrères du Messager, ou alors un aveu d'impuissance, mais je pense que c'est très administratif de la part du président de la République de vouloir régler une question qui est éminemment politique. Donc, à côté de ces artifices administratifs, je pense qu'il faut se pencher sérieusement sur les solutions politiques même de résolution de cette crise anglophone. Et pas plus tard que ce matin, les États-Unis, par la voix de leur porte-parole, ont dit que cette mesure est insuffisante et ils espèrent que le gouvernement du Cameroun va s'engager dans le dialogue, mais surtout d'abord dans l'arrêt des atrocités sur le terrain. Donc je pense qu'on peut à la fois allier des solutions administratives d'apaisement, mais également des solutions politiques qui viendraient, pourquoi pas, trouver une solution définitive à cette crise. Et les premières retombées qui nous viennent du terrain même opérationnel à Bamenda ou à Boya, c'est que lorsque cette décision a été prise, tout le monde était content et même ceux qui sont armés, les sécessionnistes armés, ont commencé à tirer à l'air en disant que c'est une première victoire vers l'évolution, vers la séparation. Donc je pense que c'est quand même une situation assez préoccupante et qui nécessite d'autres mesures que des mesures administratives qui ont été prises jusqu'ici. Alors est-ce qu'on va dire que cette mesure également, cette décision, ou j'allais dire le décret du chef de l'État vient davantage bloquer la tenue de la conférence anglophone? Je pense que le problème de la conférence anglophone est un problème marginal. C'est un problème marginal. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai entendu quelqu'un dire il y a quelques jours, que les Ivoiriens disent qu'au Cameroun, quand un problème se pose, la meilleure façon de noyer ce problème, c'est de créer un comité ou une commission. Comme ça, les gens ont l'impression que ça commence à marcher, mais en réalité, ça n'a jamais de suite. On l'a vu avec cette fameuse commission du bilinguisme et du multiculturalisme au moment où les coups de feu crépitaient et les morts tombaient par dizaines chaque jour. Le président de la République a créé une commission de bilinguisme et de multiculturalisme, comme si nous avions un problème de multiculturalisme au Cameroun, comme si nous avions un problème de bilinguisme. Et à cette époque-là, nous avions dit ici qu'on se demande bien à quoi va servir une commission de bilinguisme, alors que le problème est un problème d'une autre nature. Et quand on analyse la mission de cette commission, on a vu que cette commission avait un rôle consultatif, d'aller, de descendre sur le terrain, de rencontrer quelques Benskin, quelques chefs, et de faire un rapport au chef de l'État. C'est ce qui a été fait. D'ailleurs, jusqu'à présent, au-delà des centaines de millions qui ont été dépensés pour le mouvement de cette commission, on n'en a rien. On ne voit pas encore l'efficacité de cette commission. Aujourd'hui, on sort un comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Je pense qu'en créant cette commission, on a sorti 2 ou 3 étapes. On n'a qu'à regarder ce qui s'est passé tout à côté de nous en Centrafrique. Il y a eu un comité comme celui-là, il y a eu une manœuvre comme celle-là, où les anti-Balaka et les anti-Séléka étaient cantonnés, on prenait des armes. Mais jusqu'à aujourd'hui, la crise perdure toujours. Le problème n'est pas réglé. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que pour créer un comité comme celui-là, il faut des préalables, il faut un certain nombre de conditionnalités. Quand on dit que M. Fayengo va commencer déjà à récupérer tous ceux qui vont sortir de prison pour les désarmer et pour les réintégrer, on va les réintégrer comment? On a créé les structures de réintégration. On a créé des structures on va leur donner des moyens pour faire quoi? Pour se réintégrer dans la société commun. Moi, je pense qu'on a sauté des étapes avant. Quand au moment de créer une commission comme celle-là, il y a des consultations, il y a des concertations, il y a des mises en place sur le terrain qu'on doit faire. On ne crée pas en disant qu'on a créé une commission, maintenant on donne cette commission à un gouverneur qui va se mettre au travail. D'ailleurs, on a vu M. Fayengo immédiatement qui est en train de s'agiter sur le terrain en faisant quelques petits mouvements pour faire comprendre qu'il prend sa mission, il prend le taureau par les cornes. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il va faire sur le terrain? Bon, ces personnes qui sortent de prison, ces 289 personnes qui sortent de prison, elles vont entrer dans le comité On va leur trouver quelque chose à faire de toute façon. On va leur trouver quelque chose à faire. La commission a été créée. Elle a été créée, Flavien Valou Nongo, mais il y a un amalgame aussi. Parce que ce qui se passe au sud-ouest et au nord-ouest n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la Damawa, le nord et l'extrême nord. Moi, je pense qu'il y a un amalgame. Un amalgame. On ne peut pas demander, par exemple, M. Fayengo, de régler le problème du grand banditisme, parce que c'est de grand banditisme qu'il s'agit aujourd'hui dans la Damawa, le nord et l'extrême nord. Beaucoup plus de grand banditisme que de Boko Haram.
En tout cas, on attend de le juger après quelques mois. On verra bien ce qu'il en sera après, notamment le travail engagé. Alors, Georges Sémé, lorsqu'on parcourt la nouvelle expression, on peut lire également que pour leurs identités, en tout cas les identités de ces personnes qui doivent être libérées ne sont pas connues. Mais Info Matin nous apprend que Sissoko Ayuk Tabe et compagnie font partie de ces gens. Écoutez, je crois que nos confrères d'Info Matin vont un peu trop vite dans la facilité de l'information parce que rien n'indique bien évidemment, à moins qu'il n'ait une source sûre, que M. Sissoko Ayuk Tabe va bénéficier de cet arrêt de poursuite. Le communiqué qui a été rendu public hier est tout à fait clair. Ça concerne des personnes dont les charges bénéficient d'une gravité relative. Voilà les mots techniques qui ont été utilisés par le communiqué du secrétaire général à la présidence, suivi, répercuté plus tard par celui du ministre de la Défense. Donc ça veut dire que sont écartés ceux qui ont des charges extrêmement graves, des assassins, des dangereux ou alors des criminels qui ne devraient pas... L'hostilité envers la patrie, la tête de la sûreté de l'État. Voilà, qui ne devraient pas ce matin bénéficier de cette largesse présidentielle. Donc, Sissoko Ayuk Tabe, malheureusement, lorsque on étudie un peu son dossier, les charges qui sont retenues contre lui, il lui a imputé des charges extrêmement graves. Donc, logiquement, il ne devrait pas faire partie du lot qui devrait être dans cette vague qui devrait être libérée ce matin. À moins que nos confrères d'Info Matin aient lu vêtemment dans la boule de cristal en disant qu'il sera libéré. Mais le communiqué est tout à fait clair. C'est encadré, cette libération est encadrée. Et il dit par ailleurs que la liste sera rendue publique à la fin des audiences, alors que les audiences commencent, je crois, dans 30 minutes, à 10h, et vont s'arrêter par là à 12h, parce que les instructions fermes ont été données afin que cela ne dure pas. Il y aura des audiences d'arrêt de poursuite, et il y aura des signatures de décisions de levée de crew dans les prisons principales, les prisons centrales, les PJ et les gendarmeries. Donc je pense qu'on ne peut rien attendre que cette liste soit rendue publique. Rappelons quand même qu'en août dernier, lorsque la première vague a été libérée, il y a eu plus de 500 noms qui ont été rendus publics dans la foulée des audiences d'arrêt de poursuite. Donc, je pense que avec le nombre qui est assez marginal, cette fois-ci, on aura très vite la liste, contrairement à ce que pense le doyen qui pense peut-être que la liste sera rendue publique dans une semaine. Les instructions fermes ont été données pour que cela soit fait dès la fin des audiences d'arrêt de poursuite, dès 10h, dans les différents tribunaux militaires du Cameroun. Alors, mutation sur cette question, on parle qualifie Paul Biya de Père Noël. Alors, nous sommes en décembre, on comprend bien, on peut aller dans le même sens. Bon, un cadeau fait aux personnes qui s'étaient impliquées dans la fournaise anglophone, oui, peut-être, pas Père Noël, oui, mais seulement, il faudrait que les gens fassent aussi le distinguo. Le président Biya n'a pas amnistié les personnes. Il y a eu arrêt de poursuite, ce qui n'est pas la même chose. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on fasse un amalgame. Il y a eu arrêt de poursuite, c'est-à-dire ces personnes étaient poursuivies, on arrête les poursuites contre elles. Alors, vous faites allusion au titre de la nouvelle expression. Bien évidemment. Voilà. Non seulement je fais allusion au titre de la nouvelle expression, mais je fais aussi allusion à un titre que j'ai vu voir sur les réseaux sociaux ce matin, où un journal a dit que la liste des prisonniers de luxe qui serait bientôt, parce qu'il y en a déjà qui pensent que le président Biya va même aussi amnistier les personnalités de l'opération Hyper-V. Donc moi je dis qu'il ne faut pas que les journalistes doivent donner l'information, pas broder sur l'information ou alors faire de la boursouflure. On ne peut pas dire que Ayuk Tabe aussi, alors que et ce journal est affirmatif en disant que sauf modification de dernière heure, non mais attendez, il ne faut pas exagérer. Et il n'a jamais été question. D'ailleurs, l'instruction qui est ouverte à l'encontre de M. Ayuk Tabe n'est même pas encore bouclée. Donc moi, je pense qu'il y a eu un arrêt de poursuite. Il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas une amnistie parce qu'il y a une procédure spéciale qui est relative à l'amnistie, qui est une décision souveraine du chef de l'État. Et lorsque l'amnistie est prononcée, lorsque l'affaire a atteint l'autorité de la chose jugée, c'est soit l'amnistie ou la grâce présidentielle. Dans ce cas, les affaires sont pendantes. Et le communiqué du ministre de la Défense le dit, ce sont des affaires pendantes qui vont bénéficier de l'arrêt des poursuites des différents protagonistes. Et maintenant sur le Père Noël, je pense que c'est un titre assez amusant de nos confrères de mutation qui ont voulu certainement faire le lien entre la décision et le moment même de la décision. Mais n'oublions pas qu'en août également, il y a eu une décision d'arrêt de poursuite qui a été prononcée en faveur de ces mêmes personnes qui sont arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Donc Père Noël, oui, mais c'est d'abord dans le cadre d'un apaisement de la situation qui ne cesse de s'enflammer dans ces deux
régions anglophones. Très bien. Alors, le sujet fait le tour de plusieurs tabloïds ce matin. Chacun peut lire donc et comprendre un peu quel est le traitement qui a été réservé à ce sujet. Et toujours dans la nouvelle expression de ce matin, on parle de la décentralisation. Quand les élus locaux se gâtent, on voit bien que ce soit du côté du social-démocratique front, je voulais dire, de l'opposition ou du parti au pouvoir, il n'y a pas toujours, en tout cas le ton est très dur sur cette question, la décentralisation qui est mise en place de façon méthodique, pour emprunter l'expression de quelqu'un. On est très heureux de constater que quand il faut parler de la décentralisation, tous les 360 maires, qu'ils soient du RDPC ou de l'opposition, sont unanimes de dire que la décentralisation ne se porte pas très bien depuis que l'opposition a été lancée, je crois, en 2004 au Cameroun. Et c'est en réponse à ce constat désolant que le président de la République a décidé de disloquer, de créer plutôt un ministère de la décentralisation et du développement local pour corriger un peu l'état qui n'était jusqu'ici pas constaté par ces élus locaux. La nouvelle expression présente aujourd'hui M. Jean-Robert Wafo qui, sur 2 pages entières, ressort un peu les dysfonctionnements et l'état, et bien évidemment, de la mise en œuvre de ce processus de décentralisation. On en a déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau, mais je crois que lui, en tant qu'élu local, il en maîtrise davantage les contours. Une information a défailli la chronique il y a 2 semaines en rapport avec les difficultés de versement de la dotation générale de la décentralisation par l'État du Cameroun vers les collectivités territoriales décentralisées, mais également sur les versements des centimes additionnels. Donc c'est un pan désolant de la mise en œuvre, ou alors si vous voulez, un dysfonctionnement remarquable de la mise en œuvre du processus de décentralisation. On peut citer d'autres dysfonctionnements, mais je crois que ça nous prendra toute la journée. Mais le constat est clair que la décentralisation aujourd'hui n'est pas une solution pour le bon fonctionnement des affaires de l'État. Je crois qu'il ne faut plus avoir peur de dire que la décentralisation a échoué, parce que depuis 2004, quand même à 2018, c'est vrai qu'il y a eu des compétences qui ont été transférées, des moyens également qui ont été transférés, mais on ne sent pas véritablement ce changement dans la gestion des affaires publiques ou alors dans les actions des collectivités des territoires décentralisés auprès des populations. Donc, la décentralisation, pour moi, c'est peut-être une bonne solution, mais je crois que en l'état actuel de la réalité politique de notre pays, elle est complètement dépassée. Il faut avoir le courage de parler de fédéralisme, qui n'est pas une mauvaise chose. Le Cameroun a déjà été un État fédéral. D'autres pays sont des États fédéraux et ils se développent avec ça. Pourquoi ne pas tenter le fédéralisme et échanger des fusils d'épaule, parce que la décentralisation... Est-ce que les conditions sont réunies? Je crois que si on a créé les conditions de l'État unitaire, on peut créer les conditions d'un État fédéral, comme on est en train de créer les conditions d'un État décentralisé. Donc, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut faire évoluer nos institutions vers quelque chose de plus souple, ou alors quelque chose de plus proche des populations. Et la preuve est qu'avec la décentralisation, les résultats qui ont été annoncés en 2004 n'ont véritablement pas atteint leur objectif. Alors, lorsque vous parlez, je vous donne la parole, Camille, la décentralisation bouge sans avancer du fait donc de l'absence de volonté politique au sommet de l'État. Ça, c'est ce que dit Jean-Robert Wafo, par exemple. Jean-Robert Wafo le dit dans une interview de 2 pages. Et moi, je pense que dans ce dossier concocté par la nouvelle expression ce matin, un dossier de 5 pages, ça veut dire que le sujet est assez brûlant, assez important. Jean-Robert Wafo, qui en disant que c'est un moteur immobile, c'est-à-dire qu'il est là, il ronfle, mais il n'avance pas, on réalise qu'en fait, il a raison. Depuis 20 ans, que cette décentralisation est inscrite dans la Constitution, mais qu'elle ne bouge pas, alors que les ministres sont en train de nous dire qu'elle avance de façon méthodique, elle donne l'impression d'avancer, elle ne bouge pas. Et moi, je pense que l'une des facettes les plus saisissantes de l'interview sur 2 pages que Jean-Robert Wafo, 3e adjoint du maire de la 2e, a accordé à la nouvelle expression, il parle notamment du scandale des centimes additionnels, qui constitue un détournement faramineux à ciel ouvert. C'est des centaines de milliards qui sont détournés systématiquement par des gens qui savent qu'on ne peut pas, qui font tout pour freiner des 4 fers, pour empêcher que ces centimes additionnels n'arrivent entre les mains des communes. Donc moi, je pense que ce dossier est très très instructif. Il faudrait qu'on le lise et qu'on va cautionner, parce que c'est le maire, mais il y a un député, il y a un autre maire, il y a même un sénateur qui parle de cette décentralisation qui non seulement a mal
à son développement, mais à son implémentation. On parle de décentralisation, mais on ne voit pas la décentralisation. On ne nous donne pas l'impression que cette décentralisation arrive, malgré le fait qu'il y a déjà une ministre de la décentralisation qui est en train de faire timidement le tour du pays, mais on n'a pas l'impression que ça va réellement se mettre en marche. Le moteur, est-ce que ce moteur va avoir maintenant des roues pour avancer? On peut se poser la question à partir de maintenant. Alors, Barthélemy, comme Tchenteki est d'ailleurs l'un des experts également sur cette question, il est ingénieur général du génie civil et expert sur la question de la décentralisation. On fait savoir qu'une bonne implémentation de la décentralisation permet donc de garantir l'épanouissement et même le bien-être de chaque Camerounais. Bien, il a mis un accent particulier sur la bonne implémentation. Oui. Mais comme je le disais précédemment, on se rend compte que le processus de décentralisation est extrêmement grippé. De 2004 à 2018, les fruits sont véritablement maigres. Il y a eu un transfert de moyens, je crois que c'est au-delà de 500 milliards de francs CFA au profit des collectivités territoriales décentralisées. Il y a également eu un transfert de compétences de ministères, de différents ministères vers les collectivités territoriales décentralisées. Mais il se pose un problème de formation, mais parce que c'est très facile parfois de jeter la pierre seulement à l'État central qui est chargé d'impulser ce processus de décentralisation. Mais il y a un véritable problème qui concerne même les collectivités territoriales décentralisées qui ne disposent pas toujours de substrat administratif ou alors de ressources humaines pour recevoir la décentralisation. Je me suis rapproché de quelques maires qui m'ont dit que leur personnel n'est pas suffisamment formé, parfois pas suffisamment formé pour aborder les questions de décentralisation. Donc, je crois que c'est un tout où chacun a sa partition à jouer, mais quand même, après 20 ans, je crois que la décentralisation a montré ses limites et, comme je le disais encore précédemment, n'ayons pas peur d'aborder d'autres formes de l'État. Parce que la fédération rapproche plus l'administrateur, ou si vous voulez, le pouvoir central de l'administré. Là, toutes les décisions ne se prendront plus seulement du côté du pouvoir central, elles seront plus proches des populations. Et le Cameroun a été un État fédéral et on a très bien fonctionné. On a des pays voisins qui sont des États fédéraux qui fonctionnent très bien et il y en a même un qui est la première puissance d'Afrique. Pourquoi le fédéralisme économique d'Afrique et pourquoi le fédéralisme serait donc un épouvantail pour le Cameroun? Donc, c'est une question sérieuse à aborder avec ces constats qui ont été faits tant par les élus de l'opposition que du RDPC. Le constat est clair que la décentralisation est grippée et qu'il faut véritablement passer à autre chose. Ce n'est pas la création d'un nouveau ministère qui fera qu'elle atteindra sa vitesse de croisière, parce qu'il y a certaines réalités qui sont têtues et même si on désolidarise ou alors on crée un ministère pour la décentralisation uniquement, ça ne viendra pas arranger la décentralisation parce que ça fait quand même 20 ans qu'elle a été implémentée et en 2018 on en est encore malheureusement des balbutiements. Très bien. Et lorsqu'on parcourt donc le dossier proposé par le journal La Nouvelle Expression, on découvre également que le sénateur Grégoire Mbamba fait savoir que nous devons éviter le saupoudrage que l'on fait donc en ce moment en donnant 100 millions de francs CFA aux mairies. Il y a bien d'autres faits qu'il faut en tout cas mettre en place pour que la décentralisation prenne corps véritablement. Mais les maires ont la dent dure. Les maires ont la dent dure depuis 20 ans. Les maires ont la dent dure depuis qu'ils savent qu'il y a une volonté de décentralisation qui est manifestée dans les textes de l'État, mais malheureusement qui n'avance pas. Quand le maire Charles Wafo, il dit que c'est un moteur... Jean Robert Wafo dit que c'est un moteur immobile. C'est un moteur immobile, effectivement. Et le maire Mbamba, qui lui n'a pas sa langue dans sa poche, dit effectivement qu'on arrête d'user de ces recettes de perlimpinpin pour faire croire aux gens que les mairies sont bien gérées, alors que normalement, il faut qu'il y ait une impulsion qui vienne de l'État, qui est un personnel, et ce ne sont pas les compétences qui manquent. Parce que contrairement à ce que Georges Semeki dit qu'il y a un problème au niveau des compétences dans la mairie, ce ne sont pas les compétences qui peuvent manquer. Il y a plein de jeunes diplômés qui traînent dans la rue, qu'on peut recruter et qu'on leur... c'est un aveu d'un maire qui m'a dit que principalement dans sa mairie, il n'a pas les ressources humaines qui sont capables d'accueillir... Il n'a pas les ressources humaines, mais ça ne veut pas dire qu'elles manquent. Mais il faut tout simplement que ces ressources humaines elles-mêmes trouvent un cadre, et le cadre est impulsé par le haut qui dit, à partir de maintenant, nous avons besoin de... Il y a le CEFAM qui est chargé de former les élus locaux. Absolument. Mais moi, j'ai deux neveux qui sont diplômés du CEFAM qui chôment depuis 10 ans.
Alors, on peut être diplômé et ne pas avoir une formation appropriée. Donc, vous comprenez bien qu'on parle de la décentralisation et il faut plusieurs compétences pour pouvoir mettre en route donc, cette décentralisation. C'est le dossier à découvrir dans le journal, la Nouvelle Expression de ce matin. Donc, un chef-d'œuvre carrément que je vous invite à lire et donc à lire et à faire lire. Alors, autre chose aussi, contenu dans la presse, le journal Info Matin parle d'une forte odeur de remaniement ministériel du côté de Yaoundé. Écoutez, faute odeur, le remaniement ministériel a-t-il une odeur? Je ne sais pas, mais je crois que ça fait quand même, depuis le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, on ne fait que parler du remaniement ministériel. Et puis, à chaque vendredi, c'est rien, on ne voit rien du tout. Constitutionnellement, le président de la République, et je l'ai déjà dit sur ce plateau, n'est pas obligé de remanier son équipe gouvernementale à chaque fois. Rien ne l'oblige sur le plan légal. Et également, il peut maintenir ce gouvernement après une catastrophe politique comme celle qui est observée avec le retrait de cette CAN. Il peut bien évidemment maintenir son gouvernement jusqu'à la fin de son septennat. Mais quand même, il y a de très forts indicateurs qui militent en faveur d'une remobilisation de l'équipe gouvernementale. D'abord, il y a les sénatoriales, ensuite il y a l'élection présidentielle, et maintenant il y a cette catastrophe dont je faisais allusion tout à l'heure, le retrait de la CAN, qui quand même a fait ressortir beaucoup de failles en matière de gestion ou alors en matière de cohésion de l'action gouvernementale. Donc, ça milite tout à fait en faveur de ce que M. Biya revoit un peu son équipe gouvernementale. Mais il n'y a pas un timing pour cela. Il n'y a pas une obligation légale de le faire à tel ou tel moment. Et les Camerounais, il ne faut pas qu'ils oublient que ce n'est qu'en le 2 mars 2018 qu'il y a eu un remaniement gouvernemental. Donc, il n'est pas obligé de le faire cette année. Donc, et puis, vous savez que c'est une prérogative extrêmement discrétionnaire du chef de l'État, donc il peut le faire 6 ans après, s'il veut, ou alors le faire même... c'est selon sa volonté. Lorsqu'on parle de forte odeur de remaniement ministériel, je crois que c'est assez, une fois de plus, maladroit de la part de nos confrères d'Info Matin et qui ont encore voulu lire dans une boule de cristal ou alors danser plus vite que la musique, et pourtant rien n'annonce du fait des différentes choses que nous avons, rien n'annonce qu'il y aura un remaniement ministériel, même si aujourd'hui c'est vendredi et dans l'histoire du Cameroun, et c'est toujours les vendredis que tombent les remaniements gouvernementaux. Est-ce que ce sera fait aujourd'hui? Je ne pense pas, parce que l'actualité politique aujourd'hui est orientée vers une autre préoccupation que celle d'un remaniement gouvernemental. Vous pensez que le journal se trompe en proposant ce titre également, forte odeur de remaniement ministériel? En petite fenêtre. Ce journal donne plutôt une sorte de température de la psychose que les villes des Camerounais, parce que les Camerounais en réalité ils attendent vraiment un remaniement. Ils attendent, même si je suis d'accord avec Georges Sémin que rien n'oblige le chef de l'État à changer de gouvernement, mais il y a beaucoup de gens qui estiment qu'après la grosse cata que nous venons de commencer, la grosse honte mondiale que le Cameroun vient de commettre, et cette honte qui a été justement du fait de plusieurs ministres, parce que c'est des ministres qui pilotent et ce dossier, l'une des premières choses que le président de la République aurait dû faire, c'est de se débarrasser rapidement et de mettre à disposition de la justice ces ministres justement responsables de cette catastrophe. Bon, beaucoup de gens attendent et il y a beaucoup de personnes. Souvenez-vous quand même que la presse a annoncé, quelques temps après le scrutin du 7 octobre dernier, après la publication des résultats, que certains membres du gouvernement sont déjà interdits de sortir. Avant ça, il y avait déjà que les membres du gouvernement sortaient des documents précieux de leur bureau. Et certaines personnes disaient même que M. Ngongo, le secrétaire général président de la République, a été interdit d'entrer dans son bureau. C'était totalement grossier et c'est bien lui qui a signé le communiqué d'hier. Mais non seulement il a signé le communiqué d'hier, mais tout le monde l'a vu à la télévision hier, en train de recevoir les lettres de créance de le jour même de la finale de la Coupe du Cameroun, il était bien au stade municipal Amadou Ahidjo avec le président de la République. Et ce jour-là, il y a beaucoup de personnes qui se sont demandé comment le président de la République peut s'asseoir à côté des personnes qui ont occasionné ce crash mondial. Donc moi je pense que c'est vrai que la colère des Camerounais a son paroxysme, mais une chose est certaine, le peuple est en train de demander des têtes. Bon, le chef de l'État, lui, dans sa gestion de l'éternité que l'on connaît, il se dit tout simplement qu'il va changer ça quand il voudra. Mais le peuple attend vraiment que non seulement les responsables de cette déculottée mondiale payent, mais soient livrés. Même pas ne soient pas livrés à la vindicte, mais en réalité, ils doivent être
Il devra rendre des comptes. Malheureusement, beaucoup de personnes se disent que le chef de l'État ne semble pas pressé de le faire. Bon. Le ministre de la Communication l'a dit dans l'une de ses sorties que le temps du président, ce n'est pas le temps du peuple. Le temps du peuple. Oui, et ça se vérifie encore avec ce remaniement ministériel qui est vivement attendu par le peuple. Oui, mais vous savez que le président Biya gère l'éternité. Alors, c'est le journal Info Matin qui nous parle d'une forte odeur de remaniement ministériel du côté de Yaoundé. C'est à lire en page 9 du journal. Est-ce que c'est pour aujourd'hui ou demain? De toute façon, l'odeur reste là, l'odeur enflamme les narines. Mais écoutez, moi je n'ai pas senti cette odeur. Peut-être nos confrères d'Info Matin l'ont senti. Il y en a d'autres qui le sentent. Vous la sentez, mais il y en a d'autres qui le sentent. Moi je ne la sens pas du tout parce que c'est extrêmement discrétionnaire. Vous êtes peut-être enrhumé, j'en sais mais. Non, je ne suis pas enrhumé. Mais je crois que c'est aller très vite en besoin de penser que ce sera fait aujourd'hui parce que c'est un dossier extrêmement discrétionnaire du chef de l'État. Et surtout, n'oublions pas que jamais dans l'histoire du Cameroun, ou alors sous l'ère Biya, aucun gouvernement n'a fait... je veux dire qu'il n'y a pas de remaniement gouvernemental qui a été fait 7 ou 6 mois après. On n'arrête pas le Il n'y en a pas. Le dernier date de mars. On n'arrête pas le progrès. Voilà, le dernier date de mars et puis voir qu'aujourd'hui peut-être il y aura un remaniement gouvernemental. Je crois que c'est aller très vite en besoin, même si on sait que les vendredis sont les jours traditionnels de remaniement du gouvernement et même si on sait que le mois de décembre c'est le mois de remaniement et c'est le mois où je pense que le décret nommant Philémon Yang comme Premier ministre est tombé je ne sais plus, en 2004, je crois. Donc, c'est peut-être ça, ces indicateurs temporels qui font dire à nos confrères d'Info Matin que certainement il y aura un gouvernement ce vendredi. Mais on est encore vendredi et puis on a jusqu'à peut-être 17h ou 20h pour attendre. On a 13h, 15h et 17h. Voilà, pour attendre. Donc, il est fort possible que Info Matin ait raison de toute façon. Donc, merci à vous, chers messieurs. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Le reste, ce sont les lecteurs qui iront donc découvrir ce que la presse propose ce matin en faisant un tour dans les kiosques. Vendredi soir. Oui, c'est vrai que nous allons tout droit vers le tribunal militaire où il y aura l'ouverture des audiences d'arrêt de poursuite et puis on verra la suite. Voilà. Allez, bon week-end à vous, chers téléspectateurs. Lundi, ce sera un autre jour et avec d'autres informations également dans la presse. Bon week-end également.